Colonel Olivier Rafovitz, bonjour Boker Tov. Boker. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité à l'origine pour parler essentiellement, et c'est ce que nous allons faire dans cet entretien, des 5 années de l'opération Bordure Protectrice, cette opération qui s'est prolongée pendant tout cet été, les mois de juillet et août 2014, et qui reste très solidement ancrée dans la mémoire collective d'Israël. Nous allons essayer de voir avec vous, tirer un peu les leçons de ce qui s'est passé à l'époque et de savoir si justement les choses ont changé depuis. Mais avant tout, une réaction, Olivier Rafovitz, à ce rapport qui a été rendu public hier soir sur l'opération qui s'est produite dans le 11 novembre dernier dans la bande de Gaza, Khan Younes, une opération d'une unité d'élite de l'armée israélienne qui s'est malheureusement mal terminée avec la mort d'un officier supérieur, même dont on ne connaît pas l'identité. Comment vous réagissez à ce qui s'est passé? On parle beaucoup d'une part de carence, d'autre part de bravoure dans la presse israélienne de ce matin. Sur quoi vous mettriez vous insisteriez, vous, personnellement? Écoutez, c'est une opération, ce qu'on appelle une opération spéciale, qui a lieu assez régulièrement dans différents endroits de la région pour obtenir du renseignement extrêmement solide. Ce sont des opérations très complexes qui demandent des mois, parfois des années de préparation, d'entraînement et extrêmement minutieux pour arriver au résultat escompté. Il y a toujours l'élément, malheureusement, incertitude ou impondérable qui fait que ces opérations peuvent être des succès que personne n'entendra jamais parler, puisque le succès fait que et c'est lorsqu'il y a malheureusement des erreurs ou des bavures. Comment dire, des bavures ou des blessés ou des morts, parce que là l'opération sort. C'est malheureusement ce qui se passe pour toute opération secrète, ultra secrète, qu'elle soit de Tzahal, du Mossad ou du Shin Bet. Et là effectivement c'est une opération qui n'a pas réussi, qui aurait pu être encore plus gravement un échec. On a évité le pire. Quand j'ai le pire, c'est pas seulement le fait qu'on a eu un officier qui a été tué, c'est qu'on aurait pu en avoir beaucoup plus. Et beaucoup plus de soldats pris. On a évité. C'est pour ça que dans l'élément de rescue, de sauvetage de l'opération par d'autres forces, il y a effectivement de l'héroïsme et de la bravoure, vu que c'était extrêmement compliqué et dangereux. Mais il y a des choses que l'armée est en train de réparer. D'ailleurs, c'est pas un secret, on parle de remplacement de différentes positions extrêmement élevées dans l'armée, dans les services spéciaux de Tzahal, où certainement ces rapports-là ont fait qu'il y a des décisions à prendre pour essayer d'améliorer ce qui a dû être à l'époque. Voilà. Alors, d'une certaine manière, cette question, ce rapport sur cette opération du 11 novembre dernier peut être un prélude à justement les leçons que l'on peut tirer de l'opération Bordure Protectrice dont on commémore aujourd'hui le 5e anniversaire, parce que quelque part, vous parliez de renseignement, d'une certaine manière, les services de renseignement israéliens sont presque aveugles à Gaza de par le fait qu'il n'y a pas de forces israéliennes à l'intérieur de la bande de Gaza. Et la question que l'on se pose, c'est aujourd'hui peut-être, est-ce que finalement une entrée de l'armée israélienne, un retour de l'armée israélienne dans la bande de Gaza n'aurait pas un impact positif au niveau sécuritaire sur l'ensemble de l'État d'Israël ou en particulier le sud du pays? Écoutez, vous savez, on dit qu'on est aveugle dans le renseignement à Gaza. On n'est pas du tout aveugle. On n'est pas du tout aveugle. Aujourd'hui, le renseignement est fondé sur l'électronique, sur des moyens extrêmement sophistiqués qui n'ont pas toujours raison d'être. J'étais dans le sens où il n'y a pas besoin d'avoir des soldats sur le terrain pour obtenir l'information nécessaire. Dans l'opération dont on appelle au départ, effectivement, il y avait besoin d'amener une force sur le terrain pour préparer du matériel, d'autres technologies pour ensuite pouvoir ne pas être présent et obtenir ce qu'il fallait obtenir. Donc, nous savons ce qui se passe à Gaza, heureusement d'ailleurs. Nous avons des services de renseignement, que ce soit Shin Bet et Tzahal, qui sont en charge de Gaza, extrêmement pointus et sophistiqués.
Sinon, ça sera vraiment une catastrophe, ce n'est pas une catastrophe. Est-ce qu'on pourrait savoir plus et mieux? Bien sûr, toujours. On peut toujours savoir plus et mieux, mais il n'y a jamais de renseignement à 100%, même si vous êtes sur le terrain. Et donc, non, l'opération et ses résultats ou ses conséquences ne nous disent pas qu'il faut rentrer dans Gaza pour améliorer le renseignement. Par contre, la problématique est de savoir comment gérer lorsqu'il y a une vague de violence qui sort de Gaza, comment gérer cette vague de violence, soit la prévenir, soit l'empêcher, soit trouver une solution pour, entre guillemets, dissuader ceux qui la lancent. Et là, pour l'instant, nous sommes toujours dans une situation où le gouvernement israélien, on va dire, reste depuis maintenant mesure protectrice dans une situation de conflict management, de gestion de conflit, pour essayer de garder le conflit à basse intensité, pour éviter un enflammement. Tout ça réuni ne donne pas les solutions, puisqu'à chaque fois il y a ce retour de manivelle avec des missiles. Hier d'ailleurs une femme, je crois, est morte de ses blessures de la dernière attaque du Hamas, donc ce qui fait qu'on a eu 5 morts à la dernière flambée de violence entre le Hamas et Israël, ce qui est tout à fait pour nous inadmissible. C'est quelque chose d'inadmissible, mais bon, ça devient malheureusement une routine qui doit être absolument arrêtée. Alors, on a beaucoup parlé de la force de dissuasion de l'armée israélienne par rapport au Hamas. On peut faire deux comparaisons. Comparer ce qui se passe dans le nord du pays avec l'opération, la seconde guerre du Liban en 2006. Et on a l'impression que depuis, eh bien, même si le Hezbollah a tenté de creuser ou a creusé des tunnels en direction du territoire israélien, eh bien, on a l'impression que le Hezbollah reste dissuadé par rapport à ce qu'il a vécu durant l'été 2006. C'était aussi un été douloureux. Alors que le Hamas, 4 ans après, 5 ans après aujourd'hui, donc ne semble plus avoir ressentir cette même force de dissuasion de l'armée israélienne, et il semble lui-même être celui qui mène l'armée israélienne ou l'État d'Israël par le bout du nez. Vous avez raison. Vous avez raison parce que... Comment vous expliquez cette différence? D'abord, au Liban, il faut quand même dire que lorsque Tsahal a réagi après l'attaque du 12 juillet 2006 et a lancé donc l'opération qui est devenue une guerre en fait, le Liban a extrêmement souffert. Il y a eu un prix lourd que les Libanais et le Hezbollah ont payé. Ils ne pensaient pas payer ce prix. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, Nasrallah dit s'il aurait su, comme on dit, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Enfin, c'est ce qu'il dit en tout cas jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il se cache toujours dans un bunker, vous savez. Oui. Mais au niveau de Gaza, il y a effectivement de la part du Hamas, du djihad islamique, une capacité aujourd'hui à engager Tsahal, Israël, en sachant pratiquement quel sera le résultat de chaque engagement. Et c'est-à-dire voilà. C'est-à-dire que, je vais rentrer un petit peu dans la théorie militaire, mais très brièvement. C'est-à-dire que lorsque vous allez dans une guerre, un conflit, peu importe, dans une guerre, on ne connaît pas, enfin l'ennemi ne connaît pas la fin. Il ne sait pas ce qui va se passer, donc il espère ou il espère pas. En tout cas, il peut se permettre ou soit d'y aller, soit de se dire bon, j'ai pas de chance d'y aller. Enfin, dans le cas du Hamas, il sait exactement ce que va être la réaction d'Israël jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il sait il sait que par exemple il n'y aura pas de pénétration terrestre de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Pour l'instant, tout à fait. Il le sait, et en le sachant, il va jusqu'au bout de cette hypothèse. Et s'il pense que l'hypothèse peut être transformée, il va arrêter. Mais entre-temps, il va nous faire subir des dégâts. Et on va avoir des blessés, des morts, on va avoir ce que nous avons chaque fois, avec une réaction de la population israélienne qui est de plus en plus en colère, et un gouvernement israélien qui paraît de plus en plus affaibli. Et c'est là, si vous voulez, dans cette guerre-là avec le Hamas, c'est pas une guerre, c'est pas une guerre de destruction ou une guerre où plus il y a de victimes, on gagne. Non, c'est une guerre de vouloir affaiblir la résilience
psychologique des Israéliens. C'est une guerre où le Hamas, de manière extrêmement sophistiquée, je répète, arrive à créer une sorte de je m'excuse, j'ai pas eu les mots ce matin, vous voyez, en français, j'avais discuté, à créer une sorte de fragilité, si vous voulez, et de remettre en question pour les Israéliens la force de décision de Tzahal et d'Israël. Et ça, c'est une chose qui ne peut pas être comptabilisée, si vous voulez, mais qui a un impact. Ouais, mais alors, justement, je suppose que dans les rangs de l'armée israélienne, surtout avec le nouveau chef d'état-major et dans l'échelon politique, on doit bien le comprendre, ces derniers, avec la multiplication des rounds de confrontation déclenchés par le Hamas ou même par le djihad islamique, on les a vus au cours de l'année écoulée, on doit bien le comprendre. Pourquoi finalement, par exemple, je pose très clairement la question, entre une opération terrestre qui est une réoccupation de la bande de Gaza et la situation actuelle, n'y a-t-il pas des forces, des opérations coup de poing beaucoup plus douloureuses contre le Hamas que celles qui ont été faites jusqu'à présent? Vous savez, on reproche beaucoup, des Israéliens reprochent à l'armée israélienne de prévenir les terroristes du Hamas avec l'opération, comment on appelle ça, coup de frapper à la porte. Frapper à la porte, on leur demande, on prévient les Palestiniens. Ouais, finalement, le nombre de victimes du côté palestinien est très faible. Alors, pourquoi finalement on ne durcit pas le ton? Je vais vous répondre parce que la réponse est politique. Netanyahou, Premier ministre d'Israël depuis maintenant presque 10 ans, est un homme qui cherche à chaque fois des manières de ne pas faire la guerre, ou d'éviter la guerre. On peut le saluer, évidemment, mais à un moment donné, il faut savoir aussi taper sur la table. Or, si vous voulez, de manière paradoxale, l'homme qui est vu comme celui qui est l'homme de la droite, le bat en guerre, ne va pas en guerre. Ne va pas en guerre, à tel point même que ceux qui le soutiennent en général dans le sud d'Israël sont ceux qui reçoivent le plus de missiles et de obus de mortier sur leur maison depuis maintenant des années, soutiennent en fait soutiennent l'homme, mais pas sa politique. C'est intéressant d'ailleurs, c'est un paradoxe intéressant en Israël. Si vous voulez, il n'est pas en fait aujourd'hui l'homme, il n'a lancé aucune opération de grande envergure contre les Palestiniens. Aucune. Les autres qui ont été lancés, c'était Olmert, vous aviez à l'époque Sharon, même Barak d'ailleurs, mais lui n'a lancé aucune opération de grande envergure. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses qui se font, mais elles se font soit dans la discrétion, soit des opérations spéciales, comme la dernière qui a malheureusement été un échec. Mais il ne veut pas rentrer dans les conflits. C'est d'ailleurs une des questions... C'est l'une des leçons qu'il a tirées de l'opération Bordure Protectrice ? Non, je pense que c'est parce que il y a eu en 2009, il y a eu l'opération. Je vais vous dire. Moi, j'étais, vous savez, vous et moi, depuis des années, j'étais d'active à comment s'appelait, à Defense Shield, à Chomat Magen à l'époque de la Intifada. J'étais l'opération Rempart, voilà. Voilà, Rempart, pardon. Voilà. J'étais de Milouim en réserve guerre du Liban et puis également la dernière guerre de Gaza pendant plus de 40 jours. Donc je veux dire, ce sont des opérations qui ne sont pas exactement son mode opératoire. Lui, il préfère des opérations beaucoup plus secrètes. Il ne croit pas en fait à des guerres qui vont transformer radicalement la situation parce que d'abord, il ne veut pas qu'il y ait des victimes israéliennes. Et dans ces guerres-là, si vous parlez de pénétration en territoire gazaoui, on a des morts. Ouais. On a des morts, on a des blessés, on a même le risque d'avoir des kidnappés, enfin, on connaît tout ça. Et donc, dans ce cadre-là, la politique israélienne aujourd'hui paye le prix d'une dissuasion d'un nouveau type. C'est-à-dire que alors, avec le Hezbollah, ça marche. Oui. Avec le Hamas, ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas à Gaza. Ça marche assez bien en Judée-Samarie. On a quand même
un calme relatif là-bas. Alors que vous vous souvenez que c'était quand même extrêmement violent il y a quelques années. Donc tout ça réunit pour vous dire que on peut demain matin, effectivement, rentrer dans la bande de Gaza avec des forces très importantes, reprendre la bande de Gaza en quelques heures même, après le bombardement de l'armée de l'air. C'est une opération qui n'est pas compliquée au niveau militaire, mais elle aura un prix à payer puisque mais je répète, Olivier, c'est pas obligatoire, même sans une opération terrestre. Pourquoi finalement ne pas aller bombarder, on va dire par exemple, le quartier des villas des chefs du Hamas à Rimal dans la bande de Gaza, dans le quartier de Rimal de la bande de Gaza. Pourquoi ne pas provoquer des dégâts matériels bien plus et même humains bien plus fermes afin de restaurer cette force de dissuasion, que le Hamas comprenne qu'il a quelque chose à perdre, parce que là, si effectivement on reste dans cet équilibre de force, bien le Hamas, c'est lui qui reprend la main, qui a la main toujours et qui dicte, on va dire, la conduite à l'État d'Israël. Alors il y a certaines théories qui disent que Netanyahou est intéressé à diviser les Palestiniens en deux entités. Oui. Et une des théories qui n'est pas nouvelle, mais enfin qui est peut-être est l'expression de cette politique, est de donner au Hamas une certaine autonomie, ne pas être annihilé totalement, pour permettre à Israël de jouer cette espèce de balancier entre le Hamas à Gaza et le Fatah ou l'OLP à Ramallah, pour éviter qu'il y ait cette union entre les deux. C'est la politique de diviser pour mieux régner. Mais le prix à payer, c'est que le Hamas se renforce. Le Hamas est extrêmement dangereux. Vous savez, au départ, on a pensé que le Hamas, même aujourd'hui, les gens vous disent oui, le Hamas est problématique par rapport à Otef-Aza, par rapport à la région autour de Gaza. Mais c'est une erreur terrible. C'est-à-dire que le Hamas est une menace stratégique pour tout l'État d'Israël. Et ceux qui pensent que c'est seulement autour de Gaza ne comprennent pas ce qui se passe. Et là, on est en train véritablement de développer un monstre de plus de 2 millions d'habitants. C'est à 70 km au sud de Tel Aviv, mais également qui est capable de toucher toutes les villes d'Israël pratiquement aujourd'hui. Donc, peu importe ce qui va se passer avec ces élections, mais il va devoir devoir se prendre une décision politique et sécuritaire nouvelle, parce que la situation empire. Là, le fait qu'il n'y a pas de missiles, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en train d'en construire tous les jours. Et donc, tout ça réuni, nous sommes, comme vous le dites vous-même, 5 ans après bordure protectrice, mais nous sommes aussi quelques mois, quelques temps avant une décision qui doit être prise par rapport à Gaza du côté israélien. Eh bien, Olivier Rafovitz, colonel Olivier Rafovitz, merci beaucoup d'avoir accepté de commenter donc cet anniversaire du cinquième anniversaire de l'opération bordure protectrice. C'était durant cet été 2014. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Shalom. Shalom.